Voilà un deuxième extrait du premier homme, euh, aussi émouvant, sinon plus, que le premier. Vous vous souvenez sans doute que Albert Camus, au moment où il obtint le prix Nobel de littérature, adressa à son maître une lettre magnifique, émouvante, et que je relis toujours avec émotion, et qui est le plus bel hommage qu'un ancien élève puisse adresser à son maître. J'imagine aisément le vieil instituteur, maintenant à la retraite, dans son appartement à Alger, et recevant de cet ancien petit élève cette tête magnifique. J'ai laissé tout le bruit que l'on a fait un peu autour de moi s'éteindre, etc., etc. Relisez cette lettre, elle est magnifique. Eh bien, tout a pris naissance, dans le fond, dans cette attitude de ce maître, qui était un peu à la ressemblance de ces instituteurs, les hussards noirs de la République, des gens qui se dévouaient corps et bien à leur métier, qui le faisaient magnifiquement, et je puis dire que, compte tenu de mon âge, j'ai eu encore la chance d'avoir ce genre d'instituteur dans mon école Jean Jaurès, à Bellevue, à Constantine, Mademoiselle Riban, Monsieur Péguin, avec lui aussi sa règle carrée qu'il donnait sur les doigts lorsque l'on se comportait mal. C'est cette époque, dans le fond, que retrace Camus dans le premier homme, avec cette scène émouvante que je vous lis maintenant. L'année scolaire tirait à sa fin, et Monsieur Bernard avait ordonné à Jacques, à Pierre, à Fleury, une sorte de phénomène qui réussissait également bien dans toutes les matières. Il a la tête polytechnique, disait le maître, et Santiago, un beau jeune garçon qui avait moins de dons, mais réussissait à force d'application. Voilà, dit Monsieur Bernard, quand la classe fut vide. Vous êtes mes meilleurs élèves. J'ai décidé de vous présenter à la bourse des lycées et collèges. Si vous réussissez, vous aurez une bourse et vous pourrez faire toutes vos études au lycée jusqu'au baccalauréat. L'école primaire est la meilleure des écoles, mais elle ne vous mènera à rien. Le lycée vous ouvre toutes les portes. Et j'aime mieux que ce soit des garçons pauvres comme vous qui entrent par ces portes. Mais pour ça, j'ai besoin de l'autorisation de vos parents. Trotter. Ils filèrent. Interdits et sans même se consulter, se séparèrent. Jacques trouva sa grand-mère seule à la maison, qui triait des lentilles sur la toile cirée de la table, dans la salle à manger. Il hésitait, et puis décida d'attendre l'arrivée de sa mère. Elle arriva, visiblement fatiguée, mit un tablier de cuisine et vint aider la grand-mère à trier les lentilles. Jacques proposa son aide, et on lui donna l'assiette de grosse porcelaine blanche sur laquelle il était plus facile de trier la pierre de la bonne lentille. Le nez dans l'assiette,
il annonça la nouvelle. « Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» dit la grand-mère. « À quel âge on passe le bachot ?»« Dans 6 ans, » dit Jacques. La grand-mère repoussa son assiette. « Tu entends ?» dit-elle à Catherine Cormery. Elle n'avait pas entendu. Jacques lentement lui répéta la nouvelle. « Ah, dit-elle, c'est parce que tu es intelligent. » Intelligent ou pas, on devrait le mettre en apprentissage l'an prochain. Tu sais bien que nous n'avons pas d'argent. Il rapportera sa semaine. C'est vrai, dit Catherine. Le jour et la chaleur commençaient à se détendre au dehors. À cette heure où les ateliers fonctionnaient à plein, le quartier était vide et silencieux. Jacques regardait la rue. Il ne savait pas ce qu'il voulait, sinon qu'il voulait obéir à monsieur Bernard. Mais à 9 ans, il ne pouvait ni ne savait désobéir à sa grand-mère. Elle hésitait pourtant, visiblement. « Qu'est-ce que tu ferais après ?»« Je ne sais pas. Peut-être instituteur, comme monsieur Bernard. » Eh oui, dans 6 ans. Elle triait ses lentilles plus lentement. « Ah, dit-elle, et puis non, nous sommes trop pauvres. Tu diras à monsieur Bernard que nous ne pouvons pas. » Le lendemain, les 3 autres annoncèrent à Jacques que leur famille avait accepté. « Et toi ?» ?»« Je ne sais pas, dit-il. » Et de se sentir tout à coup plus pauvre encore que ses amis lui serrait le cœur. Après la classe, ils restèrent tous les 4. Pierre, Fleury et Santiago donnèrent leurs réponses. « Et toi, moustique ?» ?»« Je ne sais pas. » Monsieur Bernard le regardait. « Ça va, dit-il aux autres. Mais il faudra travailler le soir après la classe avec moi. J'arrangerai ça. Vous pouvez partir. » Quand il sortit, monsieur Bernard s'assit sur son fauteuil et attira Jacques près de lui. « Alors, ma grand-mère dit que nous sommes trop pauvres et qu'il faut que je travaille l'an prochain. Et ta mère ? » ?»« C'est ma grand-mère qui commande. »« Je sais, » dit monsieur Bernard. Il réfléchissait. Puis, il prit Jacques dans ses bras. « Écoute, il faut la comprendre. La vie est difficile pour elle. À elles deux, elles vous ont élevé, ton frère et toi, et elles ont fait de vous les bons garçons que vous êtes. Alors elle a peur, c'est forcé. Il faudra t'aider encore un peu malgré la bourse, et en tout cas, tu ne rapporteras pas d'argent pendant 6 ans à la maison. Tu la comprends. » Jacques secoua la tête de bas en haut, sans regarder son maître. « Bon, mais peut-être on peut lui expliquer. Prends ton cartable, je viens avec toi. »« À la maison, dit Jacques. Mais oui, ça me fera plaisir de revoir ta mère. » Un moment après, monsieur Bernard, sous les yeux interdits de Jacques, frappait à la porte de sa maison. La grand-mère vint ouvrir en s'essuyant les mains avec son tablier, dont le cordon trop serré fait rebondir son ventre de vieille femme. Quand elle vit l'instituteur, elle eut un geste vers ses cheveux pour les peigner. « Alors, la mémé, dit monsieur Bernard, en plein travail, comme d'habitude. »« Ah, vous avez du mérite. » La grand-mère faisait entrer le visiteur dans la chambre qu'il fallait traverser pour aller dans la salle à manger, l'installer près de la table, sortait des verres et de l'anisette. « Ne vous dérangez pas.
Je suis venu faire un bout de conversation avec vous. Pour commencer, il l'interrogea sur ses enfants, puis sur sa vie à la ferme, sur son mari. Il parla de ses propres enfants. À ce moment, Catherine Cormery entra, s'affola, appela Monsieur Bernard, Monsieur le maître, et repartit dans sa chambre se peigner et mettre un tablier frais, et vint s'installer sur un bout de chaise, un peu à l'écart de la table. Toi, dit Monsieur Bernard à Jacques, va voir dans la rue si j'y suis. Vous comprenez, dit-il à la grand-mère, je vais dire du bien de lui, et il est capable de croire que c'est la vérité. Jacques sortit, dévala les escaliers, et se posta sur le pas de la porte d'entrée. Il y était encore 1 heure plus tard, et la rue s'animait déjà. Le ciel, à travers les ficus, virait au vert, quand Monsieur Bernard déboucha de l'escalier et surgit dans son dos. Il lui grattait la tête. Eh bien, dit-il, c'est entendu. Ta grand-mère est une brave femme. Quant à ta mère, ah, dit-il, ne l'oublie jamais. Monsieur, dit soudain la grand-mère, qui surgissait du couloir. Elle tenait son tablier d'une main et essuyait ses yeux. J'ai oublié. Vous m'avez dit que vous donneriez des leçons supplémentaires à Jacques. Bien sûr, dit Monsieur Bernard, et il ne va pas s'amuser, croyez-moi. Mais nous ne pourrons pas vous payer. Monsieur Bernard la regardait attentivement. Il tenait Jacques par les épaules. Ne vous en faites pas. Et il secouait Jacques. Il m'a déjà payé. Il était déjà parti, et la grand-mère prenait Jacques par la main pour remonter à l'appartement, et pour la première fois, elle lui serrait la main très fort, avec une sorte de tendresse désespérée. Mon petit, disait-elle, mon petit. Pendant un mois, tous les jours après la classe, Monsieur Bernard gardait les 4 enfants pendant 2 heures et les faisait travailler. Jacques rentrait le soir à la fois fatigué et excité et se mettait encore à ses devoirs. La grand-mère regardait avec un mélange de tristesse et de fierté. Il a bonne tête, disait Ernest, convaincu en se frappant le crâne du poing. Oui, disait la grand-mère, mais qu'allons-nous devenir? Un soir, elle sursauta. Et sa première communion? À vrai dire, la religion ne tenait aucune place dans la famille. Personne n'allait à la messe, personne n'invoquait ou n'enseignait les commandements divins, et personne non plus ne faisait allusion aux récompenses et aux châtiments de l'au-delà. Quand on disait de quelqu'un devant la grand-mère qu'il était mort, bon, disait-elle, il ne pètera plus. S'il s'agissait de quelqu'un pour qui elle était censée au moins avoir de l'affection, le pauvre, disait-elle, il était encore jeune, même si le défunt se trouvait être depuis longtemps dans l'âge de la mort. Ce n'était pas inconscience chez elle, car elle avait beaucoup vu mourir autour d'elle. Ses 2 enfants, son mari, son gendre, et tous ses neveux à la guerre. Mais justement, la mort lui était aussi familière que le travail ou la pauvreté. Elle n'y pensait pas, mais la vivait en quelque sorte, et puis la nécessité du présent était trop forte pour elle, plus encore que pour les Algériens en général, privés par leurs préoccupations et par leur destin collectif de cette piété funéraire qui fleurit au sommet
des civilisations.